Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau live métier organisé dans le cadre de la semaine de l'industrie par l'OPCO 2i et les branches de l'industrie en région Normandie. Voilà, alors moi c'est Sixtine et je suis l'animatrice de ce live aujourd'hui. Ensemble, on va revenir un petit peu sur ces métiers qui sont méconnus ou qui gagnent à être connus de l'industrie. Et pour ce faire, merci à My Future. My Future, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme en fait qui te propose d'en savoir plus sur tous les métiers possibles pour mieux te préparer à choisir ta voie tout en rencontrant des professionnels. Et pendant un mois, ça va être un petit peu notre mission de découvrir avec des personnes qui travaillent dans le métier plein de métiers différents. Au passage, d'ailleurs, on me dit qu'il y a des collèges qui sont connectés, notamment un lycée aussi. Donc, dans les collèges, on a le collège André Sifride à Saint-Romain, Alex Kahn à Châteaumeillan, le collège Le Roumois à Routot, le lycée pro Gilbert Courtois à Dreux, ou encore le collège de la Providence, pour ne citer que. D'ailleurs, si j'ai oublié de mentionner ton collège ou ton lycée, n'hésite pas à nous le dire dans le chat. C'est justement dans ce chat que tu vas pouvoir poser toutes tes questions. Voilà, le but vraiment aujourd'hui, c'est d'en apprendre un maximum sur les métiers dont on va parler. Donc, n'hésite pas. Le but, c'est vraiment que ce soit interactif pour qu'on en sache un maximum. Voilà. Donc, avant de commencer et d'en apprendre un peu plus sur le pro qui va venir nous accueillir aujourd'hui et nous présenter son métier, je vous propose qu'on fasse un petit quiz. Voilà, pour bien commencer la journée. Et alors, faites attention parce qu'il va y avoir un leaderboard, donc il va y avoir un classement. Le but, c'est vraiment de répondre le plus rapidement possible. Et bien sûr, la bonne réponse, c'est quand même un peu mieux quand c'est un quiz. Donc, je vais le lancer. N'hésitez pas à le voir. Normalement, il va s'afficher sur votre page, enfin sur l'onglet sur le côté pour pouvoir participer. Vous cliquez sur « Rejoindre ». Comme ça, ça peut commencer. Donc, j'attends que vous soyez un petit peu plus nombreux et je lance. Mais en tout cas, j'espère que vous êtes bien motivés aujourd'hui pour voir qui va gagner cette fois-ci. La dernière fois, c'était Thomas. Est-ce que ça sera quelqu'un d'autre aujourd'hui? Ok, alors je commence le quiz. Attention. Alors, la question est simple. Que signifie le principe de précaution appliqué aux activités industrielles? Ok, vu comme ça paraît un peu compliqué. Alors, la première réponse est « Il est interdit d'interdire tant qu'on n'a pas prouvé qu'un produit est dangereux. Quand il y a un risque pour la santé ou l'environnement, il faut tout arrêter et ne plus rien faire. » Et la deuxième, quand il y a une incertitude scientifique sur la dangerosité d'un produit, il faut évaluer les risques et adopter les mesures provisoires et proportionnées afin de prévenir la réalisation d'un dommage. Ok, pour l'instant, vous êtes encore un peu timide, mais il y a une majorité de réponses pour l'une des réponses. Donc, on va voir. J'attends encore un tout petit peu que vous puissiez participer. N'hésitez pas. Comme ça, on va voir. Mais déjà, ça commence à être un petit peu technique, hein, rien que pour le début. Donc, j'espère qu'on ne vous a pas tout de suite perdu. On va voir qui a répondu bon à cette question. Mais avant ça, on va tout de suite passer au résultat. Et oui, vous avez eu raison, du coup, en majorité, il n'y a personne qui a répondu la première option, c'était bien la deuxième option. Donc, c'est super, en fait, vous faites un sans faute dès le début. Je me demande, alors, est-ce que sur la deuxième question, vous allez faire un sans faute aussi, ou est-ce qu'il y aura des petits couacs, des petits bugs? On va voir. La prochaine question, attention, soyez prêts. C'est l'industrie, c'est un lieu de travail en équipe. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bon, si vous avez suivi un petit peu les premiers lives qu'on a fait cette semaine, vous devriez avoir la réponse. Bon, ça va, pour l'instant, il y a une majorité de bonnes réponses. On va voir si ça continue comme ça. Je vous laisse encore un petit peu le temps de répondre et puis on va accueillir ensuite notre professionnel du jour. Voilà. Est-ce que dans l'industrie, on travaille en équipe ou non? Attention. Bon, vous l'aurez compris, oui, c'est vrai. Effectivement, en industrie, on a tendance à travailler en équipe. Alors, je vais vous révéler tout de suite le classement. Qui a été la personne la plus rapide dans ce quiz? Attention, qui va être le roi du quiz aujourd'hui? Et c'est Céline. Céline, suivie de très près par Agnès et ensuite par Christine. Donc, bravo à vous trois. Vous avez été très, très rapide. Même si, Céline, je pense que tu as dû tricher. Tu as dû aller sur Google, je pense. C'est pas bien, mais c'est pas grave.
Encore bravo. Et puis, bah, écoutez, je vous propose qu'on passe tout de suite au sujet de la journée. Et justement, pour répondre à nos questions et un peu mieux comprendre ce à quoi on a déjà répondu dans ce premier échauffement, je vous propose de vous présenter Sébastien Lemoine de l'entreprise Icos Environnement qui fait partie du secteur, comme on s'en doute, de l'environnement et du recyclage. Comment ça va, Sébastien? Ça va très bien. Je suis très content d'être avec vous pour pouvoir vous présenter mon métier et mes différentes activités sur le site. Donc, comme tu viens de dire, je travaille pour l'entreprise Icos Environnement qui fait partie du groupe Paprec. Donc, le groupe Paprec, c'est le numéro 1 du recyclage en France. C'est le leader du recyclage des déchets en France avec un peu plus de 12 000 salariés, plus de 200 sites répartis partout en France et maintenant à l'international. Et moi, je suis responsable du site de Fresnoy-Faulny, situé tout au haut de la Normandie. Ok, donc c'est Avec pas une toute petite entreprise, quoi. C'est quand même une assez grosse grand. entreprise, très très grosse entreprise, mais qui a su garder ce caractère familial. Ça reste une entreprise qui appartient à une famille, la famille de jolis petits Huguenin qui a créé le groupe Paprec. Donc c'est une grosse entreprise, mais avec un vrai état d'esprit familial. Bon, ça c'est bien de garder un petit peu ce côté familial. J'imagine que l'ambiance est bonne parce que comme on a vu juste avant, on travaille majoritairement en équipe. Est-ce que c'est ton cas aussi? On travaille forcément en équipe, des équipes au niveau du site de tous les jours, les gens qu'on va côtoyer tous les jours, on travaille avec eux. On travaille en équipe avec les gens de l'extérieur du site, des autres services de l'entreprise, des autres entités de l'entreprise. Donc, il y a différentes tailles d'équipe, mais le travail est forcément en équipe dans nos métiers. Ok, très bien. Et alors, je t'avais demandé de m'envoyer des petites photos pour illustrer un petit peu ton métier. Et est-ce que tu peux nous les commenter? Parce que là, je vois un magnifique, du coup, parc, un éco-parc. Est-ce que tu peux un petit peu me présenter tout ça tout en reliant ça à ton métier et aux tâches que tu as au quotidien? Tout à fait. Donc, je m'occupe du site de Fresnoy-Faulny. C'est un site qui traite différents types de déchets, qui s'étend sur une centaine d'hectares. Donc, on est vraiment sur une zone assez grande pour pouvoir développer nos différentes activités. On est 25 personnes. Le site existe depuis 1997. Et Ok. nos activités ont évolué depuis le démarrage avec des activités qu'on fait encore, des activités qui se sont arrêtées, des activités qu'on est en train de créer pour demain. On a la chance d'être dans la gestion des déchets, qui est un secteur qui est encore en pleine évolution. Il y a encore 30 ans, les déchets ils étaient très peu gérés en France. Il y a encore beaucoup Oui, c'est vrai. ce qu'on appelle maintenant des décharges sauvages. Mais il y a 30 ans, ce n'était pas des décharges sauvages. 30-40 ans, c'était comme ça qu'on traitait nos déchets. Donc, ça a beaucoup évolué maintenant. Et nous, notre activité principale sur le site au démarrage, et encore maintenant, même si c'est de moins en moins vrai, c'est l'enfouissement des déchets. Donc, il faut savoir Ok. qu'en France, vous avez une partie de vos déchets qui sont valorisés, une grosse partie, tout ce que vous mettez dans vos poubelles recyclables, le sac jaune ou le bac, tout ce papier, carton, verre, ferraille, toutes ces choses-là qu'on sait bien recycler. Et il reste quand même dans vos déchets une partie dont on ne sait pas pour le moment recycler, soit parce que techniquement on ne sait pas faire, soit parce que économiquement ça coûte trop cher. Et Bien ces sûr. déchets-là, ils sont traités soit en incinération, soit en enfouissement. Voilà, il y a les D'accord. deux types de traitements en fonction des différentes contraintes et des différentes zones géographiques. Et vis-à-vis de tout ça, c'est vrai que l'écologie, le recyclage et tout ça, c'est vraiment des sujets qui sont au cœur aujourd'hui de la société, et notamment chez les jeunes. Dites-moi d'ailleurs sur le chat, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous triez vos déchets? Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces problématiques? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que c'est vrai que, comme tu l'as très bien dit, là, ça fait 25 ans du coup que tout ça existe. Est-ce que tu as vraiment, enfin, tu as vu des changements, effectivement. Est-ce que tu as l'impression que ça s'est accéléré ces dernières années ou ça a été assez progressif? Alors ça s'est énormément accéléré. Comme je disais, il y a 30-40 ans, les déchets, on ne les valorisait pas du tout. Après, on a Ouais. commencé à en valoriser ceux qui étaient les plus faciles, le carton, le papier, la ferraille, le verre. Et petit à petit, on valorise de plus en plus de déchets. En enfouissement, en incinération, on n'a absolument pas le droit de mettre des déchets qui sont valorisables. Donc pour ça, D'accord. on est contrôlé par l'administration. Il faut absolument que tout ce qu'on sait techniquement valorisé soit valorisé. Donc on a sur nos activités
obligation de contrôler tous les déchets qu'on va réceptionner en incinération ou en enfouissement pour s'assurer qu'il n'y a pas de déchets valorisables à l'intérieur. Et si c'est le cas, on a obligation de les ressortir pour les envoyer vers les filières de valorisation. Donc, on a finalement dans nos centres en enfouissement de moins en moins de déchets valorisables, hein. On n'en a plus, ce qui n'était pas le cas il y a 5, 10, 15, 20 ans. Donc, tout ça, ça évolue et je pense que dans 5, 10, 15 ans, on sera encore à un autre stade. Il y aura encore plus de déchets qui sont encore malheureusement incinérés ou enfouis, qui vont finir par être valorisés. Donc, quand on regarde ce qu'on fait aujourd'hui dans 15 ans, je pense qu'on sera peut-être pas choqué, mais on va se dire, bah, c'est quand même bizarre qu'ils aient fait ça à l'époque. Un peu comme nous, on se dit, il y a 30 ans, quand même, c'était que des déchets sauvages, il n'y avait rien d'autre. Je pense que ce qu'on fait aujourd'hui, dans 30 ans, on se dira un petit peu la même chose. Parce que c'est bien. Ça évolue, donc ça c'est positif quelque part. Parce que c'est pas comme si on se disait, ah tiens, en fait, avant c'était mieux, pourquoi on est parti d'autre chose. Donc, quelque part, c'est bien cette prise de conscience, tout ça, et puis, de travailler vers ce futur, c'est rassurant quelque part. Et donc, il y a une autre photo que tu nous as partagée, c'est un espèce de schéma, du coup, le processus de méthanisation. Est-ce que tu peux un petit peu nous Exactement. Expliquer? Quand je parlais des déchets qui restent encore à valoriser, qui ne le sont pas encore assez actuellement, il y a tout ce qu'on appelle les biodéchets. Donc, les biodéchets, c'est quoi? C'est tous les déchets organiques, qui soient de l'industrie agroalimentaire, des restaurants. Pour faire simple, c'est tous les déchets de table. Et ces déchets de table, nos épluchures, nos restes de viande, nos restes de repas, on en a plein chez nous encore. Pour l'instant, on a très peu d'entre nous ont un mode de traitement séparé pour ces déchets-là. Il faut savoir que vos épluchures, vos restes de viande, les yaourts pas consommés, toutes ces choses-là, en poids, ça représente 40% du poids de ce qu'on va jeter, ce qui va être incinéré ou ce qui va être enfoui. Et il y a une loi qui est passée il y a quelques temps, qui doit prendre effet en 2024. Les collectivités ont obligation de valoriser ces biodéchets. Donc, ça veut dire que demain, tous, on aura une poubelle supplémentaire chez nous pour nos épluchures, nos restes de repas, tout ce qui va pouvoir être valorisé. Moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans, dans la méthanisation. Donc, sur le site où je travaille, on a un méthaniseur qui permet de valoriser tous ces biodéchets. Ok, parce que, enfin, excuse-moi, je me permets de te couper, mais c'est vrai que moi qui n'y connais rien comme ça, c'est vrai que c'est des déchets. Moi, je pensais vraiment que que ça posait pas tant de problème que ça, en fait, alors qu'au final, ça pose un assez gros problème. Comment ça se fait? Je ne vais pas dire que ça pose un problème, c'est juste que maintenant, en fait, on sait les valoriser différemment. C'est-à-dire que tous ces déchets de table qu'on a chez nous, c'est vrai pour les restaurants. Quand vous allez au restaurant, il y a les restes dans l'assiette. Ce qui sort des cuisines, tous les invendus des supermarchés, enfin tout ce qui est retiré des rayons parce que la date limite est dépassée, parce que le fruit n'est pas très beau, parce que il y a plein de raisons pour lesquelles on va retirer des choses dans les supermarchés. Il y a forcément des pertes dans les industries agroalimentaires. Et toutes ces choses-là, on sait les prendre maintenant. On sait les mettre dans des cuves de méthanisation. Alors, les cuves de méthanisation, en fait, c'est des cuves étanches, fermées, dans lesquelles la matière organique va se dégrader. D'accord. Ok, ça accélère un petit peu le processus, quoi. C'est ça. Donc, c'est des bactéries qui vont dégrader cette matière organique et qui vont faire ce qu'on appelle du biogaz. Et ce biogaz-là, on sait l'épurer, en fait, on sait le traiter pour que ça devienne du bio, enfin comme du gaz naturel, et on peut le réinjecter dans le réseau de GRDF. Donc ça veut dire que tout ce gaz qu'on fait venir de Russie, d'Algérie ou ailleurs, en France, il y a plein de petites unités de méthanisation comme ça qui font ce gaz qu'on peut après consommer chez nous, qu'on peut mettre dans les véhicules. C'est vraiment le cercle du recyclage, enfin réussir à rattraper les énergies à d'autres endroits pour les réutiliser. Okay. Donc moi c'est vraiment mon message en fait quand on parle recyclage. On pense souvent au papier, au carton, au bois, à la ferraille. On ne pense pas souvent à la matière organique. Mais on sait maintenant recycler la matière organique, faire du gaz avec, qui peut alimenter les foyers. Et deuxième valorisation, finalement, avec cette matière organique, derrière, on va sortir ce qu'on appelle un digestat, en fait, qui a un engrais liquide. Et cet engrais liquide-là, il va retourner dans les champs qui sont à proximité, plutôt que de prendre un engrais chimique qui vient de loin, qui peut être polluant.
Donc là, on est vraiment avec cette matière organique dans une double valorisation de la matière, sous forme d'énergie pour faire du gaz et pour faire un engrais qui va aller dans les champs. Donc un engrais, il n'est pas bio, hein, mais ça reste un engrais de proximité qui a été fait qu'avec du Voilà, déchet alimentaire. ça évite d'aller chercher ailleurs, etc. et de rajouter plus d'étapes. Ok, bah ça c'est super, c'est super de pouvoir voir en fait qu'il y a vraiment tout un mécanisme qui se fait derrière. C'est pas juste la poubelle qu'on va jeter de chez nous, quoi. C'est vraiment important de voir ça. Et tout à l'heure, on parlait de travail en équipe. Tu nous as partagé aussi une photo. C'est ton équipe? C'est une partie de l'équipe, effectivement. On est 25, donc là, il n'y a pas tout le monde. Donc voilà, chez nous, on a quelques personnes qui travaillent dans les bureaux pour la pesée des camions, la facturation, au suivi administratif. On a tout ça. Et le gros des troupes, c'est les gens qui sont à l'extérieur. Ça va être des techniciens qui vont suivre les installations, faire différents travaux de maintenance. Ça va être tous les conducteurs d'engins qui vont conduire les différents engins qu'on a sur site. Et voilà, il ne faut pas oublier que dans les bureaux, on peut faire tout ce qu'on veut. Si sur le terrain, les gars ils sont pas performants, on n'y arrivera pas. Donc, c'est vraiment l'implication de chacun qui fait qu'on peut arriver à un bon résultat. Oui, bien sûr. L'équipe, c'est important de bien choisir ses coéquipiers. C'est un petit peu comme en sport. Si on prend que les nuls, c'est compliqué. Et en fait, les hommes, c'est la base dans une entreprise. Hein. C'est ce qui fait la richesse de l'entreprise. C'est pas la machine. Hein. C'est le bonhomme qui va conduire la machine. Hein. Bien sûr. On a une question, j'en profite pour te couper, de Fleur qui nous demande, donc si je comprends bien, le gaz bio, c'est le gaz produit avec les déchets bio? Alors, pas avec des biodéchets. Alors, ce n'est pas des déchets bio au sens label biologique. Par contre, c'est effectivement ce qu'on appelle les biodéchets, c'est tous les déchets biologiques, enfin, tout ce qui est biologique. Donc, les épluchures, voilà, tout ce qui est bio. Fruits, la viande et tout ça. Ouais. D'accord. Ok, très bien. Et enfin, en dernière photo que tu nous as partagée, c'est un lieu. Est-ce que tu peux nous présenter ça? Donc ça, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est le méthaniseur. Donc les cuves que vous voyez à droite avec les espèces de chapiteaux dessus qui retiennent le gaz à l'intérieur. Ça, pour moi, c'est l'avenir, c'est une partie de l'avenir de notre métier. Il y a déjà beaucoup de méthaniseurs en France, il y en aura de plus en plus. Nous, on y met beaucoup d'énergie parce qu'on y croit vraiment. On a la chance en plus d'avoir un métier qui est encore en construction, hein, parce que la collecte de tous les biodéchets n'est pas encore en place, la réglementation se met en place, le modèle économique se met en place. Donc voilà, on a la chance d'avoir un métier où il y a encore des choses à créer et où chacun dans son coin, on peut influer sur ce métier qui va devenir très, très important demain. Ok, bah ça c'est un super message justement. Et est-ce que vous prenez des stagiaires pour les jeunes qui nous regardent, par exemple, qui pourraient être intéressés de se dire comment je fais si je veux postuler, si je veux voir sur le terrain comment ça peut se passer? Oui, on prend beaucoup de stagiaires quand on peut. Après, nous finalement, notre difficulté, surtout par rapport à notre activité, c'est qu'on n'est pas situé à la campagne. Donc, c'est pas toujours évident finalement pour les stagiaires qui n'ont pas forcément pas de véhicule. Donc, on essaie de prendre souvent les stagiaires finalement du village d'à côté. Hein. On en a assez souvent. Donc, c'est pratique. Comme ça, ils nous connaissent, ils voient ce qu'on fait. Donc, c'est plutôt bien. Et après, par contre, on a beaucoup d'alternants qui viennent. Pour nous, toutes les formations en alternance, donc c'est plutôt après le bac, hein, forcément. Hein. Mais c'est une porte d'entrée vraiment importante chez nous, enfin même dans l'entreprise en général. Hein. En alternant, le but, c'est de le garder derrière, pour moi de le connaître. Mais quand on le prend, c'est pas juste se dire on prend un an ou deux, puis après on en change. Quand on prend en alternance, l'idée, c'est comme de se dire on espère qu'on va le garder après. Si on ne le garde pas, c'est toujours une déception. Ok, ouais, c'est pour ça, former une bonne équipe, comme tu nous disais juste avant. Donc, on a pas mal de questions. Donc, pour vous rassurer, la plupart des questions, on va y répondre juste après avec la présentation. C'est pour ça que je ne vous mets pas en avant tout de suite. Mais vous inquiétez pas, c'est bien prévu. On va en parler juste après. Mais on a une question là d'ailleurs qui vient d'arriver de Léona Paulin du Collège Albert Camus qui nous demande est-ce qu'il faut parler une langue étrangère, pardon. C'est mieux. Enfin, ça dépend à quel stade, en fait, ce que vous faites sur le site. Je sais que pour moi, c'est mieux.
Alors moi, je suis pas le bon exemple parce que je suis très mauvais en anglais, mais je me débrouille un peu, mais je serais meilleur, ça serait mieux. Alors pourquoi c'est mieux? Parce que dans nos métiers de l'environnement, il y a des pays comme l'Allemagne qui sont très en avance par rapport à nous, l'Allemagne, la Hollande, et il y a beaucoup de fournisseurs qui viennent de l'Allemagne et de la Hollande et qui parlent couramment anglais. Donc, Ok. effectivement, c'est mieux quand vous construisez des installations où vous pouvez avoir des entreprises étrangères qui viennent. Donc, pour communiquer, c'est forcément mieux. Et je pense que ça vaut pour beaucoup de métiers. Et même, je pense que, alors moi, l'anglais, je n'étais pas très fan quand j'étais au collège. Après, je le regrette maintenant parce qu'en fait, je m'aperçois que c'est, même sans parler du métier, hein, c'est quand on veut voyager après, quand on veut faire quoi que ce soit, c'est quand même, ouais, c'est important de parler anglais. Il faut faire Ouais. l'effort d'écouter son prof en anglais, c'est important. Ouais, c'est ça, c'est une carte en plus. Et puis bon, même Ouais, si c'est un peu compliqué à l'école, il y a aussi les séries qui peuvent aider. tout à Il y fait, a ouais. plein de choses maintenant Ouais, qui aident beaucoup, surtout quand on fait avec c'est la vraiment passion. important. Ouais, ça aide. Et justement, bon, la question qui est revenue le plus souvent, c'est savoir à quelles études tu avais faites. Donc, je te propose qu'on fasse un bond dans le temps et qu'on revienne à ton parcours. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Est-ce que c'est un métier que tu avais toujours eu envie de faire? Est-ce que tu le connaissais avant? Quand est-ce que tu l'as découvert? Bref, toutes ces petites questions, je te laisse un petit peu y répondre en commençant par qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais en troisième? Après la troisième, j'ai un parcours un peu classique avec lycée général, bac scientifique. Alors maintenant, je pense que ça s'appelle plus comme ça. C'est un petit peu vieux. Sans forcément savoir au lycée vers quoi j'avais envie de me diriger. Et puis c'est plutôt Ouais. le programme en cours de scolarité, surtout vers la terminale, où je me suis vraiment intéressé à une matière plus qu'une autre, notamment sur la biologie. J'avais trouvé le programme vraiment, vraiment intéressant. Et j'ai voulu me tourner vers ça. Et j'avais déjà à l'époque une grosse sensibilité pour l'environnement en général. Voilà, c'était déjà un thème Qui t'intéressait? qui m'intéressait avec pas forcément la même vision que je peux avoir maintenant, une vision un peu plus, voilà, un peu plus jeune de Forcément. l'environnement, comme les jeunes ont maintenant. Voilà, j'ai pris quelques années depuis. Donc, j'ai été faire un UIT environnement. J'ai commencé par ça à Caen. Et qu'est-ce que Où, c'est exactement un IUT environnement? Est-ce que tu peux un petit peu expliquer qu'est-ce que vous faites exactement en cours là, pour les jeunes qui ne connaissent pas du tout? alors, c'est lié en fait à ce qui va toucher à l'environnement, donc les eaux, les déchets, la microbiologie, les écosystèmes, voilà, tout ce qui va être un petit peu nature, environnement, avec une partie, alors l'IUT, alors je crois que ça n'existe plus non plus maintenant, c'est une partie théorique. En fait, c'est pas comme on n'est pas dans des grands amphis comme à la fac, hein. Ouais. C'est des petites promotions, on n'est pas très nombreux. Donc il y a une partie en cours, en amphi, hein, classique, et puis il y a une Ouais. grosse partie travaux pratiques. Donc en Ça, TP, c'est cool. en groupe de 15 personnes. Quand on est sur l'environnement, on peut être intérieur et extérieur. Moi, je sais, j'ai fait pas mal de sorties quand j'étais à l'UT à Caen, que ce soit dans des zones humides ou même sur la plage, hein, avec le professeur qui nous explique ce qu'on peut voir finalement quand on est à la plage. Il y a plein de choses à voir. C'est Voilà, donc trop avec bien. ça, hein, Ouais, moi, j'aurais bien voulu aussi aller à la plage lors des études c'est pas mal supérieures. d'aller à la plage ouais, à l'école. Euh, donc voilà, il y a ce côté cours, côté pratique, et puis là, au deuxième année du UTR, donc ça se fait en 2 ans, on choisit une spécialité. Donc certains sont partis dans l'industrie agroalimentaire. Donc c'est plutôt tout ce qui va être contrôle alimentaire, normes alimentaires. Certains Mhm. sont partis sur ce qui était biologie de laboratoire. Donc là, ça va être plutôt axé microbiologie, technique labo, beaucoup de manipulation, d'éprouvettes, de choses comme ça. Et moi, j'ai pris l'option, ce qu'ils appelaient génie de l'environnement. Donc c'était spécialité sur traitement des eaux et traitement des déchets. Hmm. Ok. Voilà, donc et suite à ça, j'ai fait une licence professionnelle dans le domaine du traitement des déchets à l'Université du Havre. Ok. Et ça t'a plu quand tu as fait ton stage ou au début, pas tant que ça, ou c'est plus tard que vraiment tu as eu envie de. Non, moi, Enfin, j'ai très vite accroché. Ouais. En plus, j'ai eu la chance d'être à chaque fois que j'ai fait des stages dans des structures où il y avait
j'étais bien encadré avec des personnes qui aimaient leur métier, qui m'ont fait aimer le monde de l'entreprise. Ok, ouais. Donc, Ok. sinon, j'ai plutôt eu des bons stages. Et après, comme tout le monde, j'ai cherché du travail. Alors, dans le domaine du déchet, parce que c'est ce que j'avais fait. Et finalement, je n'ai pas trouvé dans ce domaine-là tout de suite. Je suis parti dans le domaine du traitement des terres polluées par les hydrocarbures. Donc, Ok. il y en a beaucoup. C'est des sites industriels, c'est des anciennes stations-service. C'est tous les sites où il y a eu une pompe à essence, un atelier mécanique. Voilà, c'est très, 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 très varié. Ça a été exploité. C'est ça. Et j'ai commencé chef de chantier sur les chantiers de dépollution un peu partout en France. J'ai fait ça quelques années et puis j'avais envie d'autre chose. Et puis l'opportunité de rentrer sur le site où je suis toujours actuellement, sur le centre de traitement des déchets. Alors, je suis arrivé ici finalement sans grande expérience dans le traitement du déchet, à part mes études, c'était loin. Et puis les études, ça reste les bases. J'ai eu la chance d'arriver là, l'opportunité, les gens qui m'ont fait confiance, et puis voilà, moi ça m'éclate de toujours ce que je fais, donc je suis toujours là 10 ans après sur le même site. Bah, ça tombe bien que tu dises ça, parce que alors, dans le chat, ils sont déchaînés. Là, vous êtes tous motivés, donc c'est super. Continuez à poser vos questions, c'est super. Il y a une question qui m'a fait un petit peu rire, qui dit est-ce que vous faites ce métier uniquement pour la rémunération de Yanis? Non, non, non. Après, forcément, je vais pas dire que ça m'intéresse pas. Je pense qu'on est tous au même niveau, mais c'est pas pour ça. Après, je pense que si vous faites un métier juste pour la rémunération, vous ne restez pas 10 ans au même poste. C'est ça, exactement. Parce que moi, ce que je dis toujours à beaucoup de gens, c'est si tu veux une augmentation, souvent ça passe par changer d'entreprise et d'aller voir ce qui se fait à gauche, à droite. Voilà, quand vous voyez quelqu'un qui est en poste depuis 10 ans, vous vous dites quand même que c'est pas forcément ça qui le motive le matin quand il se lève. Bien sûr. Et une autre question qui est un petit peu atypique, on a Goustet qui nous demande comment est-ce que vous capturez le gaz? Alors le gaz, si c'est dans le méthaniseur, le méthaniseur est fermé. Peut-être il y a ce qu'on appelle une membrane sur le dessus, mais en gros c'est une poche qui va être hermétique. Le gaz ne peut pas s'échapper. Donc le gaz en fait est produit par les bactéries qui dégradent la matière organique, vont monter sur la partie en haut de la cuve. En haut de la cuve, il ne va pas pouvoir sortir parce qu'il y a une membrane étanche qui va le maintenir à l'intérieur. Et nous, on va aspirer avec ce qu'on appelle un surpresseur, c'est une espèce d'aspirateur, pour plus simple, qui va aspirer le gaz comme ça. Et ensuite, le gaz va entrer dans des machines pour être traité, pour être épuré. Ok, d'accord. Merci beaucoup C'est une pour sorte ta de réponse. cocotte minute, en fait. Un méthaniseur, c'est une sorte de cocotte minute fermée et sur lequel on a un tuyau qui nous permet d'aspirer le gaz qui se forme à l'intérieur. Ok, très bien. On a encore d'autres questions, donc j'en profite. Bon, j'essaie d'aller un petit peu vite parce qu'on a d'autres sujets à aborder. Mais alors, on a Gauthier qui nous demande est-ce que c'est un travail qui souffre d'un manque de mixité? Ça dépend à quel poste. Dans les bureaux, non. Dans les bureaux, il n'y a pas de problème de mixité. Sur le terrain, oui. C'est pas trop un problème parce que c'est plus adapté à un homme qu'à une femme. C'est plutôt un peu comme dans les travaux publics où sur le terrain, vous avez beaucoup plus d'hommes que de femmes. Je pense que naturellement, ce qui est conducteur d'engin, ce qui est ouvrier, manutention, c'est plus les hommes qui vont être sur ces postes-là que les femmes. Alors pourquoi c'est vrai que quand on fait appel à beaucoup d'intérimaires, quand on pose une annonce dans un intérim, on ne demande pas un homme ou une femme, et on nous envoie pratiquement que des hommes. Donc je pense que il y a encore quelque part un blocage de se dire que c'est peut-être même que les agents d'intérim ne pensent pas à une femme pour ce poste-là. Oui, je pense qu'il y a peut-être un peu de désinformation encore, et puis c'est des choses qui ont tendance à changer. Vous voyez, avec la semaine aussi de l'industrie, on rencontre beaucoup de professionnels. Et la mixité, c'est un sujet qui bouge énormément, je pense, autant que justement l'environnement, les questions de l'environnement. Et c'est vrai que parfois, on a un petit peu ces clichés de se dire « Ah, c'est un monde d'hommes », alors que une femme peut aussi faire ces métiers. Donc, c'est bien de pouvoir un peu le voir. Donc, merci pour cette question
au moins, c'est important d'en parler. Il y a aussi Yanis qui nous demande, est-ce que c'est un travail qui a tendance à embaucher facilement? C'est un travail qui a tendance à embaucher facilement, oui, oui, oui. Alors, différents profils. Après, il faut savoir que nous, finalement, quel que soit le profil, on a du mal à embaucher, hein. On en a quand même un peu tous là en France dans nos entreprises. Ça peut paraître surprenant, mais que je recherche une assistante administrative, un technicien de maintenance ou un conducteur d'engin ou un manutentionnaire, je vais avoir du mal. Donc, on est toujours D'accord. en recherche, hein. Mais oui, c'est les métiers de l'environnement, on embauche énormément de personnes. Ouais. Enfin, on cherche toujours du Ok. monde, mais comme beaucoup de métiers. Voilà, l'industrie tend les bras un petit peu aux Ouais. nouvelles personnes qui veulent rentrer dans ce monde. Ok, très bien. Alors, je te propose qu'on avance un tout petit peu parce que c'est vrai que le temps, il file un petit peu. Les autres questions, vous inquiétez pas, je vais les poser, mais je pense que je les poserai plus vers la fin. Et on va revenir sur ce que tu préfères et ce que tu aimes le moins dans ton métier. En ce que tu préfères, tu m'as parlé de la liberté et l'autonomie que tu peux avoir. Qu'est-ce que tu entends par là? Bah, la liberté, j'ai la chance d'avoir un poste où je n'ai pas quelqu'un qui va faire mon planning tous les jours. Je décide un peu comment j'organise mes journées, hein, en fonction de mes contraintes, de mes urgences, hein, enfin des urgences du site, hein. Mais j'ai beaucoup d'autonomie. Alors, je rends forcément des comptes à mes supérieurs, mais voilà, ils me laissent diriger mon site comme je le sens, tant que ça colle aux objectifs de l'entreprise. D'accord, donc il y a vraiment Donc un rapport de confiance. tout à fait, ouais, j'ai la chance qu'on me laisse gérer comme je le vois. Et mais encore une fois, je rends forcément des comptes tous les jours, enfin tous les jours, régulièrement à ma hiérarchie pour bien caler aux objectifs de Ouais. l'entreprise. Mais voilà, c'est une chance quand même de pouvoir s'organiser comme on veut. Après, l'autre, Bien sûr. ouais, C'est pas forcément une liberté qu'on peut avoir dans tous les métiers, donc c'est bien que tu le mettes un petit peu en avant. c'est pas dans tous les métiers, puis ça peut pas s'appliquer à tous les stades non plus dans l'entreprise. Mm. Voilà, faut quand même. Il y a des gens qui ont plus ou moins de liberté, c'est lié au poste aussi, hein. Bien sûr. Et tu me parlais du coup de la diversité des tâches. C'est vrai que tu peux être amené à faire plein de choses différentes. Est-ce que les journées en général se ressemblent ou au contraire, c'est vrai que tu sais jamais trop à quoi tu vas avoir à faire? Il y a beaucoup de missions différentes. Alors, ce que ça va de l'encadrement des équipes, hein. Forcément, quand ça verse 100 personnes à manager, même si j'ai des gens qui m'aident, ça prend du temps. Donc, il y a ça. Il y a une partie que je passe dans le bureau pour tout ce qui va être plutôt suivi administratif. Alors là, on va être dans nos métiers, un gros côté respect de la réglementation environnementale. Donc Bien ça, sûr. c'est les rejets des fumées, les rejets des eaux, la conformité des déchets qu'on peut traiter, les analyses. Donc ça prend beaucoup de temps. Les budgets, la facturation, les comptes de résultats de l'entreprise, le respect du code du travail, les conditions d'hygiène, de sécurité du personnel. Donc tout ça, c'est les projets de demain. On travaille sur les projets de demain, ça prend beaucoup de temps. Et j'ai une partie terrain, exploitation, où aller voir dehors les équipes, aller voir les problèmes techniques dehors, trouver des solutions avec eux. Alors ça va aller de l'engin qui tombe en panne aux problèmes électriques, voilà, être aux problèmes biologiques dans le méthaniseur. Voilà, il y a tout ce, voilà, je suis dehors à l'intérieur. Ouais, bah, ça change, ça bouge, Ouais, j'ai c'est pas monotone. pas à mon C'est compte du tout. On n'est pas du tout sur du travail à la chaîne ou sur. Non, Oui, non. voilà, sur quelque chose qui Ouais. peut être considéré comme un petit peu trop la routine par la suite. Et alors ensuite, dans les choses que tu aimes le moins, tu parlais des nuisances possibles pour la population. Et ça fait un petit peu écho à une question que j'ai reçue. Je regarde si j'arrive à la retrouver, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions qui sont posées. Mais oui, ah voilà. Ah non, je ne l'ai pas. Je vais l'avoir. Bon, bref, en tout cas, la question c'était est-ce que peut y avoir des effets néfastes sur ta santé dans ton métier? Alors, sur ma santé à moi, non. Euh, Par contre, les nuisances, quand je parle des nuisances pour la population, c'est on est dans le traitement des déchets. Ouais. Il y a des camions qui viennent tous les jours, beaucoup de camions qui viennent tous les jours,
qui transportent du plastique. Hein. Des fois, même si les camions sont bâchés, ça fait du trafic routier. Et les gens peuvent se plaindre que les camions roulent trop vite dans le village. Ils viennent chez nous, hein, c'est nous qui sommes ciblés. Les envols, les plastiques qui peuvent sortir des camions au bord de la route, les gens qui se plaignent. On traite des déchets, de la matière organique. Il peut y avoir des odeurs aussi. Pas forcément tous les jours, bien sûr, hein, mais ponctuellement, il peut y avoir un dysfonctionnement avec des odeurs qui peut incommoder la population. Il n'y a pas de gêne pour leur santé, mais c'est plus du ressenti. Ouais. Voilà, quand il y a un truc qui pue, c'est pas dangereux pour la santé. Par contre, c'est pas du tout agréable. Donc, voilà, on a toujours ça en tête. Il faut toujours mobiliser les équipes sur place pour qu'elles soient toujours au top, pour que dès qu'il y a le moindre dysfonctionnement, ça engendre pas une nuisance à l'extérieur. Mais c'est un maximum. Ouais, mais c'est maintenir les équipes sous pression en permanence sur ces points-là, parce que faut être clair, personne n'a envie d'avoir un centre de traitement de déchets à côté de chez soi. Hein. Oui, c'est sûr que ça fait partie ça des peut activités. refroidir au premier abord. Et justement, en parlant de choses qui refroidissent, là, rien que de le voir, ça m'angoisse déjà, la paperasse. Qu'est-ce que tu as à faire en paperasse dans ton métier? On doit de plus en plus se rendre des comptes, alors que ça soit en interne ou que ça soit au niveau de l'administration. Donc, plus ça va et plus on nous demande de renseigner différents. Alors, il y a beaucoup de choses qui se font en ligne maintenant, hein, pour tout ce qui est administration, hein, sur les différents contrôles qu'on peut faire sur nos rejets des fumées, sur nos rejets des eaux, sur les tonnages qu'on va recevoir, sur les analyses des eaux souterraines qu'on peut faire, enfin sur tout ce qu'on peut faire. On doit le faire de plus en plus. Et de plus en plus souvent. Alors avant, on ne faisait pas grand-chose. Après, on l'a fait une fois par an. Après, on l'a fait tous les mois. Après, on en a fait plusieurs tous les mois. Voilà. Et puis, il y a plusieurs organismes et chacun, finalement, demande la même chose, mais pas sous le même format. Et comme ils ne se parlent pas, il faut le faire plusieurs fois. Voilà, c'est ça. Okay, tout est très encadré. Et puis, voilà, c'est un peu la même chose en interne où forcément, il y a plusieurs services et chacun de ce reporting où on doit le faire, des fois les mêmes infos, mais dans 4 tableaux différents parce qu'on s'adresse à 4 services différents. Voilà, je comprends. C'est obligatoire dans ton métier, c'est obligatoire au fonctionnement aussi de ton métier, mais c'est vrai que c'est pas une partie de plaisir. Pas une partie de plaisir, c'est une partie importante parce que ça permet quand même à tous les stades de l'entreprise d'avoir les informations dont les gens ont besoin pour travailler. Et oui, c'est pas ce qui est forcément le plus amusant dans nos métiers. Bien sûr. Alors, juste avant de passer au cliché, il y a une question de Alex sur le chat qui demande si le gaz peut faire exploser votre usine. Alors, le gaz ne peut pas faire exploser l'usine pour plusieurs raisons. C'est qu'on a dessus des soupapes de sécurité. Donc, si jamais il y a trop de gaz, il va s'échapper vers l'atmosphère. Donc, il va pas pouvoir ça ne peut pas exploser. Et pour qu'il y ait une explosion, il faut qu'il y ait du gaz, il faut qu'il y ait de l'oxygène, il faut qu'il y ait une source qui puisse, comme un briquet, quelque chose comme ça, qui puisse apporter l'énergie pour que ça explose. Et nous, les 3 conditions, le gaz, l'oxygène et la source d'inflammation, comme on appelle, ça ne sont jamais réunies. Donc pour ça, il y a des modes opératoires, hein, mais non, ça ne peut pas du tout exploser. Ok, bon, c'est rassurant. Et sur ce, on passe à la suite. Alors, des clichés, tu m'as dit, il y a vraiment une industrie technique derrière mes déchets. Alors ça, c'est un petit peu comme je disais tout à l'heure. C'est vrai que quand on ne connaît pas, et je pense, dites-moi sur le chat ce que vous en pensez, quand on ne sait pas, on se doute qu'il se passe quelque chose, hein, qu'on ne trie pas pour rien. Mais d'un autre côté, c'est vrai que quand on voit à quel point c'est technique et à quel point il y a plein de corps de métiers différents, c'est énorme en fait tout ça. Moi, je dis toujours, en fait, les gens, ils sortent leur poubelle le soir, enfin le matin, ils rentrent le soir, la poubelle est vide. Et en fait, ils ne se posent pas du tout la question de qu'est-ce qu'elle est devenue la poubelle. Sans s'imaginer que finalement, il y a déjà les gens qui vont la collecter devant chez vous. Hein. On n'a pas l'impression, mais maintenant, tous les camions poubelles, ils sont connectés. Hein. C'est quand même de la technologie pour optimiser. Et puis après, il y a le traitement du déchet, que ce soit sur des centres de tri pour tous les déchets pour la collecte sélective, ce que vous triez, les propres et secs, les cartons, les papiers. C'est vraiment de la high-tech. Hein. C'est que des machines qui vont trier. C'est la très, très haute technologie pour trier tous les différents types de plastique. C'est vraiment la haute technologie avec des gens qui savent entretenir les machines.
Et puis même chez moi sur mon site, sur la méthanisation, sur l'enfouissement des déchets, c'est des gens qui sont très techniques sur le traitement des eaux, sur le traitement du gaz, sur la maintenance, sur la conception des installations, sur l'exploitation. Et en fait, il y a plein de métiers différents dans l'industrie, et souvent les gens ne s'imaginent pas qu'il y a une industrie dans les déchets. Ça fait quand même partie des choses où le déchet, il part de chez vous et voilà, c'est comme si on ne se pose pas la question. Enfin, les gens ne se posent pas la question, alors qu'il y a énormément de gens qui travaillent dans le traitement des déchets. Ah, bien sûr. Et en anecdote, tu parlais de l'évolution professionnelle. Qu'est-ce que tu entends par là? Moi, ce que je trouve bien, en fait, dans nos métiers, et j'ai des exemples sur mon site, c'est qu'on fait partie des métiers où surtout chez Paprec, je pense, mais c'est vrai peut-être chez d'autres, on ne s'attache pas à un diplôme, mais plutôt à ce que la personne sait faire. Moi, j'ai des gens sur site qui ont commencé intérimaires sur une chaîne de tri, donc ils triaient comme ça, et ils ont gravi tous les échelons de l'entreprise, et ils sont arrivés en chef d'exploitation, en directeur d'agence. J'ai des exemples, toujours en Normandie, des personnes qui ont commencé Reaper. Alors, Reaper, c'est celui qui est à l'arrière du camion ordures ménagères et qui prend votre poubelle, qui la met dans le camion. Et il y a plusieurs exemples, ils sont deux. Ils ont commencé Reaper, chauffeur, chef d'équipe, chef de centre, et ils sont devenus directeurs d'agence. Et c'est des gars qui ont commencé sans rien, mais juste parce qu'ils sont bons. Ouais. Ils sont volontaires. Et voilà, je pense qu'il y a pas mal d'exemples au sein du groupe Paprec, des gens comme ça qui ont commencé tout en bas et 10, 15, 20 ans après, ils se retrouvent très, très haut dans l'entreprise parce qu'on n'a pas regardé s'ils avaient un bac plus 5 ou autre. On a juste regardé ce qu'ils faisaient tous les jours et ils ont été récompensés parce qu'ils faisaient du super boulot. Oui, voilà, on leur donne leur chance, quoi. On peut saisir sa chance si on est sérieux. Donc là, encore une fois, pour toutes les personnes qui nous regardent, notez bien ce conseil. Je trouve que c'est hyper important. Bon, aussi, ça dépend parfois aussi des boîtes, des entreprises, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut revenir si on est sérieux, si on est motivé, si on sait ce qu'on fait, si on aime ce qu'on fait, c'est possible de monter les échelons. Voilà, on va pas rester toute sa vie bloqué dans un métier s'il nous plaît pas. On peut aussi en changer, on peut aussi avoir des opportunités. Et ça, c'est important de se rassurer avec ça, parce que c'est vrai que parfois, on nous met un petit peu la pression de se dire qu'il faut choisir un type de métier et rester bloqué. Non, on peut aussi évoluer, et ça fait plaisir de voir qu'il y a des entreprises qui sont partisans de ça. Donc ensuite, je te propose qu'on passe, parce que l'heure tourne malheureusement, pour aller un petit peu vite, faire un petit peu la synthèse de tout ce qu'on a vu ensemble. Il y a beaucoup de choses dont on a déjà parlé. Donc là, on voit la carte d'identité qui s'émet en 2 minutes. Donc, les déplacements pro, est-ce que tu peux être amené à en avoir en dehors de tes sites ou jamais, ou ça n'arrive pas? Si, c'est assez fréquent. Donc, c'est les déplacements pour aller en réunion mensuelle au siège. Donc, nous, c'est pareil, ou avec les différents services. Je vais assez régulièrement visiter des installations, que ce soit celles de mes collègues pour voir comment ils travaillent, ou pour voir des installations dans le cadre des projets de développement qu'on peut avoir sur site. Donc, je fais pas mal de déplacements, pas mal. Ok, d'accord. Pour la partie, ça bouge pas mal et c'est vraiment ce qui est intéressant. Surtout, je pense à des gens pour des personnes qui ont mon poste, c'est vraiment important d'aller voir les autres. À chaque visite que j'ai pu faire sur des sites similaires aux miens, j'ai toujours pris des idées là-bas. Parce qu'on a une façon de faire et on s'aperçoit que finalement, les autres, ils ne font pas des choses à prendre chez tout le monde. Ok, très bien. Il y a justement quelqu'un qui me posait une question là-dessus, donc ça tombe bien. Au niveau du coup est-ce que tu es sur le terrain? Donc tu nous as un petit peu répondu déjà avant, ça peut t'arriver d'être sur le terrain, comme ça peut t'arriver d'être au bureau pour faire justement la paperasse, qui n'est pas super cool, quoi. Mais ça bouge quand même. Au niveau des horaires des week-ends, est-ce que tu es sur une forme classique ou est-ce que tu travailles autrement? Non, c'est globalement les horaires classique en semaine. Voilà. Après, nous, on est là pour
faire une mission, je veux dire. On ne s'attache pas aux horaires. Voilà, je suis pas dans des horaires de bureau classiques avec un début et une fin. On est plutôt à se dire qu'il faut que le travail soit fait et les horaires doivent être faits pour… voilà, on s'arrange pour que le travail soit fait. Je ne travaille pas le week-end. J'ai des gens qui travaillent le week-end, j'ai des gens qui sont d'astreinte, donc ils peuvent m'appeler pendant les week-ends, les jours fériés ou les vacances quand ils ont des problèmes qu'ils ne savent pas résoudre. Mais ça, finalement, chez nous, ça se fait assez souvent. Même les gars d'astreinte qui sont là, ils peuvent m'appeler moi, ils peuvent en appeler d'autres s'ils pensent que l'autre va avoir la réponse avant moi. On est quand même tous assez dispo, même en dehors du boulot, pour que ça fonctionne. Ok, bah très bien, merci pour cette réponse. Et enfin, la dernière question, parce qu'on a répondu à peu près à tout ça tout au cours de notre présentation. C'est une question qui a été beaucoup demandée sur le chat. Donc voilà, c'est votre moment aux élèves. Est-ce que tu pourrais nous donner une fourchette de prix équivalente un peu au salaire qu'on pourrait espérer avec ton métier? Ça dépend, je pense. Ouais, c'est une fourchette assez large. En fait, ça dépend vraiment du type de site, la taille du site, de l'âge de la personne aussi. En fait, on oublie souvent aussi que dans la rémunération, la notion d'expérience, d'âge de la personne, ça compte. Moi, j'ai des fois des jeunes qui arrivent et qui me disent, mais je fais le même métier que lui là-bas et je vais te payer pareil. Et je lui dis, mais toi, tu as 22 ans, lui, il en a 45. C'est pas la même expérience. Tu peux pas avoir le même salaire à 22 ans qu'à 45 ans parce que tu vas t'augmenter tous les ans. Nous, on a un groupe, on augmente tous les ans. Si c'est à 22 ans, je te mets le même salaire que lui qui a déjà 45 ans, tu vas finir avec un salaire de ministre. Donc non, je pense que ça dépend des sites, de l'expérience. Je pense que mon poste, moi, si je l'avais eu 10 ans avant, j'aurais pas eu le même salaire qu'aujourd'hui. Hein. Donc non, c'est vague. Ok, d'accord, très bien. Et ben, merci beaucoup. En tout cas, est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux élèves? Le message, c'est pour y arriver dans le monde professionnel, il faut avoir la chance de faire ce qu'on aime. Hein. Déjà, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Hein. Et si on a la chance, c'est mieux. Et ensuite, c'est de travailler. Hein. C'est d'avoir une bonne mentalité au travail. Si le travail ne vous plaît pas, essayez de voir si vous pouvez trouver un autre job ailleurs. Mais sinon, moi, je trouve vraiment la valeur travail. Je pense que moi, j'étais récompensé pour ça parce que je pense que j'ai donné satisfaction et j'essaie de faire la même chose avec mes équipes. Donc, c'est vraiment être motivé au travail, avoir une bonne mentalité. Et puis, se dire aussi que c'est pas parce qu'on ne prend pas forcément la bonne voie au niveau des études qu'on ne peut pas après enchaîner sur autre chose. Moi, je dis toujours que les études, en fait, ça donne une base, une façon de réfléchir, une façon d'aborder les choses. Mais le métier, c'est vraiment autre chose. Donc, même si on part dans une direction, ça ne veut pas dire qu'après, on ne pourra pas bifurquer sur un autre métier. Voilà, ce qu'il faut, c'est, encore une fois, c'est de prendre son avenir en main en travaillant, en mettant le meilleur de soi-même. Et puis, en général, ça fonctionne. Et aimer son travail. Et j'en profite juste, Sébastien, on me redemande dans le chat la grille, enfin une idée un petit peu d'un salaire. Est-ce que tu pourrais nous donner un salaire pour quelqu'un qui débute dans ton métier pour le redonner? Alors dans mon métier, à mon poste, ça va, je vais faire très 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 vague, hein, bien sûr. En brut, hein, si ça parle aux gens en brut, je vais prendre un brut. Ouais, en brut, c'est très bien. 2400 € brut à 4000 € brut. Alors, ça peut être très vague, mais en fait, ça dépend vraiment de l'expérience de la personne. Vraiment, si la personne arrive à mon poste, si on prend quelqu'un qui a 1 an d'expérience, qui en a 10, qui en a 15, forcément, ce ne sera pas les mêmes attentes au niveau de la direction. Et voilà, c'est pour ça que je dis très, très vague, parce que oui, bien sûr, ça dépend vraiment du profil de la personne.
Comme ça donne un petit peu une idée. En tout cas, merci beaucoup Sébastien d'avoir pris de ton temps pour nous parler un peu plus de ton métier. Pour les personnes qui nous regardent, merci aussi d'avoir été aussi nombreux à réagir. J'ai vu, il y a certains commentaires qui m'ont fait rigoler. Et puis aussi, encore merci beaucoup pour toute votre bienveillance et le nombre de questions que vous avez posées. J'ai essayé de répondre, enfin de les faire passer un maximum, mais forcément avec le temps, c'est un petit peu compliqué. Mais je pense que vous avez assez d'informations pour mieux comprendre ce métier. Au cas où, si vous voulez, si vous avez loupé des infos et que vous voulez retrouver quelque chose, le replay du live sera disponible dans quelques jours sur le site de MyFuture. Et le prochain événement, live est prévu mardi à 10h et ce sera l'occasion de découvrir le métier de Bertrand qui est gérant d'entreprise, toujours dans le secteur des matières premières et de la fabrication dans l'industrie. Voilà, je compte sur vous pour nous suivre jusqu'au 15 décembre pour découvrir un maximum de facettes sur le monde de l'industrie et de tous ces métiers, parce que comme vous l'avez entendu, il y a plein de choses qu'on ignore et c'est super cool de les découvrir. Très bonne fin de journée à tous et à toutes, et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.